For me, the story of Jaws is the fact that a movie that I thought would really end my career is the film that began it. En 1975, avec Les Dents de la Mer, Steven Spielberg ne signe pas juste un succès populaire. Il redéfinit le cinéma hollywoodien. Un jeune réalisateur de 27 ans, quasi inconnu du grand public, qui va non seulement provoquer des cauchemars à des millions de spectateurs, mais aussi imposer une nouvelle manière de produire, de distribuer et de vendre un film. Le premier vrai blockbuster moderne, c'est lui. Le premier été où aller au cinéma devient un événement. C'est à cause ou grâce à ce requin. Et pour beaucoup, c'est aussi un choc de cinéphile en devenir. Parce qu'avant même de savoir qui était Spielberg, avant de s'intéresser à la mise en scène ou aux effets spéciaux, Les Dents de la Mer déclenchent un truc viscéral, une peur primale, un émerveillement de cinéma. Et quand on y repense aujourd'hui, 50 ans plus tard, le plus fou, c'est que rien ne laissait penser que ce film-là allait traverser les décennies. Qu'un tournage aussi chaotique avec un requin qui fonctionne jamais et un scénario qui évolue au jour le jour allait donner naissance à un monument du 7e art et faire de Spielberg, dès ses débuts, le nouveau maître du box-office. Rendons-lui la chasse à ce salopard! Les Dents de la Mer, c'est un film qui faisait partie des quelques cassettes vidéo que j'avais à la maison quand j'étais gamin. C'est des cassettes de films qu'avait enregistré mon père à la télé, donc en très mauvaise qualité, sur les premiers magnétoscopes. Et j'avais pas beaucoup de films d'ailleurs à l'époque. Il y avait E.T., je me souviens, il y avait Rencontre du troisième type aussi, j'avais les Indiana Jones, les Star Wars, bon, voilà, les grands classiques du début des années 80. Et puis, bah forcément... sur les étiquettes des cassettes, j'avais vu le titre Les Dents de la Mer. C'était un titre qui, forcément, qui m'interpellait. Je savais que j'avais pas le droit de regarder ce film. Et c'est l'un des premiers films qui m'a donné envie de m'intéresser justement aux coulisses, au making-of. Je me suis mis à commencer à acheter des magazines sur le cinéma, à vouloir comprendre comment était fabriqué un film, les effets spéciaux, parce que ça avait l'air tellement vrai que j'avais besoin de comprendre en fait. Pour moi, c'était trop vrai en fait, le requin était vrai pour moi. Donc tout ce qui était montré, notamment les morts des acteurs, je trouvais ça dingue. On s'intéresse cette semaine à un film qui fête ses 50 ans cette année. Vous allez voir peut-être des images inédites tirées d'un documentaire qui vient de sortir, qui est disponible sur Disney+. Et puis on va en profiter aussi pour passer en revue les premières années de Steven Spielberg. Alors pourquoi 50 ans après on s'intéresse encore à ce film? Pourquoi il nous fascine autant et pourquoi on en parle encore aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir ensemble cette semaine dans cette nouvelle vidéo consacrée aux Dents de la Mer. Le film raconte l'histoire de la famille Brody, donc composée de Martin, le père, Hélène, la mère, et les deux enfants, Michael et Sean. Ils viennent d'emménager à Amity, une petite station balnéaire de l'Est des États-Unis. Martin Brody est le nouveau chef de la police locale, mais peu de temps après leur arrivée, une jeune femme est retrouvée morte, visiblement attaquée par un requin. Dans une ville où il n'y a jamais de crime, c'est une ville où tout est calme. C'est pour ça que Martin Brody pensait, en fuyant New York, qu'il allait pouvoir avoir une vie pépère, tranquille, avec des petits délits mineurs à gérer. En 25 ans, il n'y a eu aucun délit majeur, ni coup de feu, ni meurtre, ni rien de ce genre. Non, sérieux? On voulait un bretzel? Et alors que Brody veut fermer les plages, le maire s'y oppose pour ne pas faire fuir les touristes. Résultat, les attaques continuent et face au danger, Brody décide finalement de partir en mer avec un scientifique passionné par les requins venu les aider, Matt Hopper, et un vieux chasseur de requins, Quint, pour éliminer le monstre. Les bonnes femmes, ça râle quand on sort, mais ça râle aussi quand on rentre. Qu'est-ce que c'est que cet attirail? Une douche portative ou une cage à singes? C'est une cage anti-requin. Une cage anti-requin. Au revoir et adieu, jolie fille madrilène. Tout commence au printemps 1973 dans les bureaux d'Universal. Les producteurs Richard Zanuck et David Brown tombent sur quelques feuillets d'un roman encore inédit, laissé sur leur bureau.
Le bouquin s'intitule Jaws, ou Les Dents de la Mer en français, écrit par un ancien journaliste de Newsweek, Peter Benchley. Le roman, inspiré de véritables attaques de requins sur la côte du New Jersey en 1916, n'est même pas encore publié à ce moment-là. Il ne sortira qu'en février 1974. Mais Zanuck et Brown flairent le potentiel. Un monstre marin, un suspense à la Hitchcock, un décor réaliste et un pitch implacable. Un grand requin blanc terrorise une station balnéaire. Ils achètent aussitôt les droits pour 175 000 $, avec une clause de bonus si le livre devient un succès. Et il le devient. Jaws s'impose comme un best-seller immédiat, avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus en une année seulement, et 44 semaines dans les meilleures ventes. Universal veut aller très vite. D'abord, les producteurs pensent confier la réalisation à un cinéaste expérimenté. Mais Sidney Sheinberg, président alors d'Universal et mentor d'un certain Steven Spielberg, pousse alors son jeune talent de 26 ans, encore inconnu du grand public sur le devant de la scène. Il l'a repéré grâce à Duel en 1971, un téléfilm tendu et nerveux qui a impressionné les exécutifs, puis lui a confié son premier long métrage pour le cinéma, Sugarland Express, qui sort en 1974. Spielberg hésite vu l'ampleur du projet, mais l'idée de jouer avec l'invisible, de créer de la tension à partir de ce qu'on ne montre pas, le fascine. Il voit le film comme une suite à Duel où le requin remplace cette fois le camion, comme un thriller hitchcockien et pas comme une série B sanglante, où l'eau, la plage, le soleil et l'angoisse vont faire monter la peur dans un environnement familier, comme dans Les Oiseaux ou encore Psychose. Le scénario, lui, est en chantier permanent. La première version écrite par Benchley est trop fidèle au roman, avec des sous-intrigues comme l'adultère entre Ellen Brody et Hooper qui alourdissent le récit. Spielberg fait alors appel à Carl Gottlieb, un scénariste qu'il avait rencontré lorsqu'il travaillait pour la télévision, pour retravailler le script au fil du tournage, en se recentrant sur les personnages et la tension dramatique. Carl Gottlieb, qui comme tout le monde le sait, incarne le journaliste, le chef de la gazette locale. C'était plus pratique aussi pour Spielberg finalement, puisqu'il l'avait avec lui au quotidien pour réécrire au fur et à mesure le scénario, améliorer les lignes de dialogue des personnages. Bon bah comme il l'avait sous la main, il a un rôle dans le film, même si c'est un rôle forcément mineur par rapport au reste du cast. Pour le casting, Spielberg refuse les grandes stars du moment. Il ne veut pas de visages trop connus, ni d'ego surdimensionnés. Il cherche des gueules, des tempéraments, bref des acteurs capables d'improviser et de tenir le choc sur un tournage difficile. Il choisit alors Roy Scheider pour incarner Martin Brody, le chef de la police locale, terrien, angoissé par la mer. Scheider s'est récemment fait remarquer dans French Connection de William Friedkin en 1971. Un polar rugueux qui a imposé son image d'homme ordinaire, tendu et crédible. Il n'était pas le premier choix, mais Spielberg est séduit par son naturel et sa gravité discrète. Ils doivent être dans le jardin. À Amitié, on dit jardingue. Ils sont dans le jardin, ils risquent rien, ils sont pas bien loin. Ça va l'accent? Encore un peu pointu. Pour le rôle de Matt Hooper, l'océanographe jeune et passionné, plusieurs noms circulent, comme John Voight ou encore Jeff Bridges. Mais c'est Richard Dreyfuss qui décroche le rôle. Il vient juste de tourner The Apprenticeship of Duddy Kravitz en 1974, petit film canadien acclamé par la critique. Mais il hésite d'abord à rejoindre Jaws, qu'il juge mal barré. I'd rather watch this movie than shoot it, because it's going to be a bitch to shoot. Then a few months later, I went to see the opening of a film that I had done in Canada called The Apprenticeship of Duddy Kravitz. And I saw myself, really for the first time. I thought I was awful. And I figured that I'd better get a job really soon. So I called Steven, and I said, if you still want to offer me that job, I'll take it. And he said, yes. Spielberg l'avait repéré sur American Graffiti de son pote George Lucas, sorti en 1973, et voit en lui un parfait contrepoint nerveux à Scheider. Le studio, lui, n'était alors pas convaincu au départ. Et surtout pour le rôle de Quint, le chasseur de requins dur à cuire, plusieurs options sont envisagées. Lee Marvin décline l'offre, préférant aller à la pêche, et c'est une histoire vraie. Et Sterling Hayden est jugé trop instable financièrement. C'est finalement Robert Shaw qui est engagé. Cet acteur shakespearien, intense et imprévisible, s'est illustré dans From Russia with Love en 1963 et plus récemment dans L'Arnaque en 1973. Le choix est risqué, Shaw est alors alcoolique, parfois ingérable, mais Spielberg parie sur sa puissance de jeu. Et il ne se trompe pas, son interprétation habitée de Quint, notamment dans le fameux monologue de l'USS Indianapolis, marquera durablement les esprits. Il faisait des bonds dans l'eau comme un jouet de celluloïd, complètement cisaillé à partir de la taille. Sur le papier, ça fonctionne et ça crève l'écran. Mais dans les coulisses,
L'ambiance est électrique. Shaw et Dreyfus se détestent cordialement et le script évolue en temps réel. Et ce n'est que le début des ennuis. Ça, c'est un 6 mètres. 7 mètres qui fait. 3 tonnes bien pesées. Le tournage des Dents de la Mer commence en mai 1974 sur la petite île de Martha's Vineyard, au large du Massachusetts, non loin de Boston. Et ce choix de décor, Spielberg va longtemps le regretter, même s'il est aujourd'hui fondamental dans la réussite du film. À l'époque, le jeune cinéaste refuse de tourner en studio ou dans un bassin, comme cela se faisait sur la plupart des films aquatiques. Il trouve ça trop factice, trop limité visuellement. Lui, il veut de vraies vagues, de vrais reflets et de la lumière naturelle, le vertige de l'inconnu au large. Il veut que le spectateur ressente, comme Brody, la vulnérabilité humaine face à la grandeur de l'océan. Martha's Vineyard présente alors un atout très particulier. Ses eaux sont relativement peu profondes, autour de 10 mètres, tout en restant claires et visuellement crédibles comme au large. Ce qui permet à l'équipe de poser des rails au fond de l'eau pour les travelling, de faire flotter les barges techniques sans qu'elles apparaissent dans le cadre, tout en donnant l'illusion d'une mer infinie. En plus, l'île est suffisamment proche du continent pour la logistique, mais isolée pour limiter les intrusions. Mais en réalité, c'est un cauchemar logistique. L'équipe n'est pas prête à affronter les caprices de l'océan Atlantique. Chaque jour, le tournage est retardé par des changements de lumière, des problèmes de houle, des bateaux de pêcheurs qui passent dans le champ, ou même des curieux en yacht qui s'invitent sur le tournage. Le chef opérateur Bill Butler doit sans cesse adapter l'éclairage, refaire les cadrages et prier pour que les prises soient exploitables. Il inventera même un système ingénieux pour stabiliser les caméras. Il utilise des gyroscopes embarqués dans des cages flottantes. Mais rien n'y fait, le tournage dérape rapidement. À l'origine prévu pour 55 jours, il en dura finalement 159, soit plus de 3 fois le planning initial. Le budget explose lui aussi, passant de 4 à 9 millions de dollars. Et le moral de l'équipe plonge complètement. Certains membres appellent le film « Flaws » ou « Défaut » au lieu de « Jaws ». Spielberg est à 2 doigts d'être viré à plusieurs reprises. Spielberg a expliqué qu'il était tellement mal à ce moment-là qu'il appelait tous les soirs sa mère en pleurant pour lui demander s'il pouvait rentrer en fait. C'est à ce moment-là que Steven Spielberg vraiment a failli tout lâcher, tout abandonner et heureusement, il a rien lâché. Et puis il y a le fameux requin, ou plutôt les 3 requins mécaniques construits par Bob Mattei, vétéran des effets spéciaux d'Hollywood, qui avait travaillé sur le calmar géant de 20 milieux sous les mers, ainsi que Joe Halves, qui restera fidèle à la franchise pendant plusieurs films. C'est un tournage qui attire énormément de monde à l'époque. Il faut savoir que des requins construits presque en taille réelle, comme ça en animatronique, c'était du jamais vu pour l'époque. Alors vous avez tous les grands réalisateurs de l'époque qui vont rendre visite à Steven Spielberg sur le lieu de tournage, non seulement à Martha's Vineyard, mais aussi à Los Angeles. Vont défiler Martin Scorsese, John Milius et bien sûr George Lucas, au moment où en 1974, George Lucas pense déjà bien sûr à préparer son Star Wars. 3 modèles sont fabriqués par l'équipe. Un requin plein pour les prises latérales, un requin ouvert sur un flanc et un requin tractable par rail sous-marin. Mais aucun ne résiste à l'eau salée. Les circuits électriques grillent, les mécanismes gonflent, les moteurs se bloquent, et surtout Spielberg ne peut jamais tourner un plan complet du requin sans qu'il paraisse faux. The shark is not working. The shark is not working. Les techniciens passent alors des journées entières à réparer Bruce, le surnom donné au requin, en hommage à Bruce Rammer, l'avocat de Spielberg. Résultat, Spielberg panique, mais lui vient alors un éclat de génie. Plutôt que de montrer le requin, il va le suggérer. C'était pas prévu au départ, mais c'est ce qui va faire toute la force du film. Il multiplie alors les plans subjectifs, les effets de hors-champ, ou encore le fameux travelling compensé, un style de mise en scène à la Hitchcock, né surtout de contraintes techniques, qui va devenir une marque de fabrique. Spielberg dira d'ailleurs plus tard que ce tournage était un enfer, mais que le film n'aurait jamais été aussi bon si le requin avait marché dès le premier jour. Et cette atmosphère chaotique contamine aussi les relations humaines. Robert Shaw, génial, mais alcoolique, arrive souvent ivre sur le plateau. Il harcèle Richard Dreyfus, qu'il trouve trop arrogant. Spielberg passe alors son temps à désamorcer les conflits, à réécrire les scènes avec Carl Gottlieb au jour le jour et à planifier au rythme de la marée et des tempêtes. Un tournage physiquement et mentalement épuisant, mais qui va forger un style, une tension et surtout une leçon de mise en scène pour Spielberg. Parfois, ce qu'on ne montre pas fait bien plus peur que ce qu'on voit. Une idée qui va influencer tout le cinéma de genre, de Alien à Paranormal Activity.
Vous en avez déjà vu des comme ça? Non. Occupez-le un peu pendant ma descente. Quand le tournage des Dents de la Mer se termine à l'automne 1974, Spielberg est épuisé et fait régulièrement des crises d'angoisse. Le studio, lui, est inquiet et le film est en retard de plusieurs mois. À ce moment-là, personne ne croit encore à un triomphe. Certains à Universal pensent même à réduire la durée, changer le montage ou sortir le film très discrètement dans quelques salles. Mais Spielberg tient bon. Il sait que la clé maintenant, c'est le rythme, le suspense et la montée de la tension. Pour ça, il va s'appuyer sur deux personnes clés. Verna Fields, la monteuse, et John Williams, le compositeur de la musique. Verna Fields, surnommée Mother Cutter, joue un rôle déterminant. Elle restructure le film, resserre les scènes, retarde volontairement l'apparition du requin, et mise à fond sur le point de vue, sur les regards, sur ce que le spectateur imagine. Elle coupe même des plans très coûteux, mais jugés peu efficaces, au profit de silences, de regards paniqués, de frissons hors champ. La scène de la mort du jeune Alex est par exemple amputée du moment où le requin dévorait l'enfant à pleines dents. Mais grâce à elle, le film prend une toute autre dimension. Et puis, il y a la musique. Quand John Williams joue ses deux fameuses notes au piano pour la première fois, Spielberg croit à une blague, mais très vite il comprend que ce thème simple, répétitif, presque instinctif, fonctionne comme une alarme animale. L'auditeur ressent la menace avant même de la voir. Le travail de Williams ne se limite pas à ce motif. Il compose aussi des morceaux plus lyriques, épiques et marins. Mais ce sont ces deux notes, Do et Fa, répétées comme un battement de cœur, qui vont faire entrer les Dents de la Mer dans l'histoire. Et puis vient le moment de vérité, la sortie du film. Universal prend alors un pari inédit. Lancer les Dents de la Mer simultanément dans plus de 400 salles aux États-Unis le 20 juin 1975. Du jamais vu à l'époque où les films sortaient progressivement d'une ville à l'autre. Mais surtout, le studio mise sur une énorme campagne à la télé à une époque où ce n'était pas encore courant. L'idée, faire du film un événement dès son premier week-end d'ouverture. Et le public suit. Dès sa sortie, Les Dents de la Mer devient un phénomène. La file d'attente s'étire sur des pâtés de maison, les spectateurs hurlent, se cachent les yeux ou ressortent en tremblant. Is this your first time? Ninth time. Combien? You're how many? Nine. Et le pire, c'est qu'ils reviennent le lendemain. L'effet de boule de neige est alors immédiat, le bouche à oreille est phénoménal. En un mois, Jaws devient le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Il dépasse les 100 millions de dollars aux États-Unis, un cap symbolique jusqu'alors jamais atteint. Et au final, il rapportera près de 478 millions de dollars dans le monde et fera plus de 6 millions d'entrées en France. Il restera pendant 2 ans le plus grand succès de tous les temps avant d'être dépassé par un certain Star Wars. Le film obtient aussi 3 Oscars en 1976, meilleure musique pour John Williams, meilleur montage évidemment pour Verna Fields, mais aussi meilleur son. Spielberg, lui, est étrangement snobé comme réalisateur, mais tout le monde comprend alors que c'est lui la vraie révélation. À seulement 28 ans, lors de la cérémonie, il est déjà surnommé le nouveau prodige d'Hollywood. Mais Jaws, ce n'est pas qu'un succès critique et public, c'est aussi un phénomène culturel total. On parle de lui aux infos, dans les talk-shows de l'époque, dans les cours de récré, il déclenche une vague d'aquaphobie chez les spectateurs, provoque des baisses de fréquentation sur les plages cet été-là, inspire des dizaines de produits dérivés, affiches, romans, t-shirts ou encore jeux de société. Le marketing autour du film devient une référence et annonce une ère nouvelle à Hollywood, celle du blockbuster estival, pensée comme un événement total, avec produits dérivés, bande originale, jeux et rééditions multiples. En ce sens, Les Dents de la Mer n'est pas seulement le premier blockbuster moderne. C'est le film qui a convaincu Hollywood qu'un film pouvait être une marque, un phénomène, une machine à frapper l'imaginaire collectif. Et Spielberg, lui, il a prouvé en une seule fois qu'il n'était pas un jeune prodige prometteur. Il est désormais l'un des réalisateurs les plus puissants de l'industrie. Un requin! Un requin! Michael est sur les temps. Il y a un requin dans les temps! Aussi, je peux réduire s'ils viennent lui tripatouiller cette chiasse.
Quand il débarque sur le tournage des Dents de la Mer, Spielberg n'a encore que 2 films à son actif. Le court-métrage remarqué, Amblin, sorti en 1968, et un téléfilm devenu culte, Duel, en 1971. Ce dernier, avec son camion tueur invisible, posait déjà les bases de son style. Une tension millimétrée, une mise en scène fluide et un instinct du suspense. Mais en 1974, Spielberg reste un outsider, doué, mais encore instable, un jeune chien fou qu'Universal surveille de très près. Jaws va alors changer tout ça. Ce tournage chaotique, qu'il tient à bout de bras pendant 6 mois, devient sa grande école de cinéma. Il apprend à gérer une équipe hostile, des problèmes techniques en cascade, des acteurs difficiles et un planning totalement éclaté. Mais surtout, il apprend à faire avec ce qu'il a, à improviser, à transformer les contraintes en idées de mise en scène. La peur dans Jaws ne vient pas du requin, elle vient de l'attente, de ce qu'on ne voit pas. Ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer. Cette machine nage, ingurgite et fabrique du requin, c'est sa fonction. Et ce choix, imposé par les galères techniques, va devenir l'une des marques de fabrique du style Spielberg. Filmer l'émotion, l'attente, l'anticipation, plutôt que l'action brute. Pour preuve, regardez l'étonnante similitude entre la scène d'intro de Jurassic Park et celle des Dents de la Mer. Mais les Dents de la Mer, ce n'est pas qu'un exercice de style, c'est aussi un tournant industriel. Spielberg, c'est le premier à comprendre, ou du moins à mettre en pratique, que le cinéma peut devenir un événement de masse, une attraction estivale planétaire. Avec le soutien d'Universal, il invente littéralement le Summer Movie, avec ses sorties coordonnées, ses campagnes promo à la télé et ses produits dérivés. À l'époque, c'est une véritable révolution. Le marketing jusque-là discret devient alors central. Les films ne sont plus seulement des œuvres, ce sont des événements culturels. Et à seulement 27 ans, Spielberg devient le visage de cette nouvelle génération de cinéastes, ambitieux, efficaces et populaires, et totalement en phase avec le grand public. Les Dents de la Mer marquent donc un avant et un après, à la fois dans sa carrière, mais aussi dans l'histoire d'Hollywood. Et la suite ne fera que confirmer ce statut. 3 ans plus tard, il enchaîne avec Rencontre du troisième type, une œuvre beaucoup plus personnelle où il explore sa fascination pour l'inconnu et les aliens bienveillants, un film qu'il avait en tête bien avant de démarrer le tournage des Dents de la Mer. Puis en 1981, Les Aventuriers de l'Arche perdue, avec son ami George Lucas, relance le film d'aventure. Et en 1982, c'est E.T. qui pulvérise tous les records et devient pendant des années le plus grand succès de l'histoire du cinéma. Spielberg n'est plus juste un bon metteur en scène, il devient un auteur populaire, un conteur d'émotions, un homme capable de parler au monde entier sans jamais sacrifier la mise en scène. Et tout ça a commencé avec Les Dents de la Mer. Ce film de requin à moitié fini, bricolé à la hâte avec un monstre qui marche pas et une peur que personne n'a vu venir. Un film qui aurait pu couler 1000 fois, mais qui l'a propulsé très haut, vers les étoiles et plus loin encore. Qu'est-ce que je vais raconter aux enfants? Que papa est à la pêche. Chef, c'est fini les câlins. Une fois que le film bascule en mer, à bord du petit bateau Lorca, Les Dents de la Mer changent de ton. Le thriller haletant devient un huis clos tendu porté par 3 acteurs que tout oppose dans l'histoire comme sur le plateau. Ce qui se joue là, c'est autant de l'écriture que de l'instinct. Prenons le monologue de Quint sur l'USS Indianapolis. C'est sans doute l'un des moments les plus marquants du film. Robert Shaw ne s'est pas contenté d'apprendre son texte, il l'a lui-même retravaillé la veille au soir, en s'appuyant sur un premier brouillon de John Milius, non crédité, puis en le resserrant et en le simplifiant. Robert Shaw voulait que ça sonne vrai, que ce soit rugueux, presque raconté au coin du feu. Le soir du tournage, il livre une performance hypnotique, quasi en apnée. Un plan fixe, sans musique, avec juste sa voix et la terreur qui monte. Le coup de la bombe avait tellement été gardé secret qu'aucun signal de détresse était parti. Si un requin s'approche de trop près, le premier rang se débattra dans l'eau, il gueulera, il se remuera. Des fois ça suffit et le requin il fout le camp. Si vraiment il s'incruste, alors là attention. Il vous regarde droit dans les yeux. Et je vais vous dire, moi, ça a des yeux sans vie, sans rien. Un autre moment culte, c'est bien sûr cette réplique souvent considérée comme improvisée. Il nous faudrait un plus gros bateau. Elle a en réalité été glissée par Spielberg lui-même. Il l'avait en tête depuis plusieurs jours et l'a soufflé à Roy Scheider juste avant de tourner. Ce dernier recule, regarde l'horizon et lâche cette phrase qui deviendra une des plus célèbres de toute l'histoire du cinéma. Il nous faudrait un plus gros bateau.
Mais ce qui rend aussi cette partie du film si vivante, ce sont les scènes presque documentaires entre les trois hommes. Quand Hooper et Quint comparent leurs cicatrices, rient, boivent, puis basculent dans le drame, rien de tout ça n'était écrit comme tel. C'est le montage de Verna Fields, Spielberg et surtout l'alchimie fragile entre les acteurs qui font naître cette séquence. Marie-Hélène Moffitt. Elle m'a brisé le cœur. D'ailleurs, l'ambiance sur le tournage n'était pas si cordiale. Shaw très old school et souvent alcoolisé, méprisait cordialement Richard Dreyfuss, qui jugeait trop jeune et surtout trop bavard. Et les tensions entre les deux se ressentent dans le film pour le meilleur. Enfin, autre idée brillante de Spielberg, faire appel aux habitants de Martha's Vineyard pour jouer les figurants. L'adjoint de la police, les baigneurs, les pêcheurs, tous sont originaires de l'île. Ce sont de vrais visages, pas des acteurs, et ça change tout. Le film ancre son horreur dans le réel, dans une Amérique balnéaire reconnaissable, presque banale, ce qui rend l'irruption du monstre encore plus saisissante. Ce que Spielberg capte ici, à seulement 27 ans, c'est pas juste un combat contre un requin, c'est la tension humaine, les égos, les regards, les silences, les mots soufflés hors champ, et c'est ce qui transforme Les Dents de la Mer en un film légendaire. Ce qui fait la force du film, au-delà de sa mise en scène redoutable, ce sont aussi ses couches de lecture multiples. Car si le film a traumatisé des générations de spectateurs, c'est aussi parce qu'il parle d'autre chose, de nous, de la société, des choix qu'on fait quand tout bascule. Prenez par exemple le personnage du maire. Dès l'ouverture des plages, alors qu'un cadavre a été trouvé, il nie les faits, il minimise, il refuse de paniquer les vacanciers. Il préfère protéger l'économie de sa petite ville plutôt que la vie de ses habitants. Si je m'écoutais, je ferais pendre ces barbouilleurs gauchistes. Et là, Jobs prend des allures de fable politique. On est en 1975, l'Amérique sort alors du Watergate et de la guerre du Vietnam, de la défiance envers ses dirigeants. Et ce maire sourd à la vérité devient l'incarnation parfaite d'un pouvoir local prêt à tout pour sauver les apparences. Un peu comme si le vrai monstre n'était pas toujours sous l'eau. Jobs est également une histoire de masculinité en crise. Brody, le flic de New York paumé dans une ville balnéaire, littéralement hors de l'eau, Hopper, le scientifique arrogant mais inoffensif, et Quint, le vétéran traumatisé, brutal, pur produit d'un monde qui est en train de disparaître. Tous sont confrontés à une créature qu'ils ne comprennent pas. Et au fond, ce n'est pas seulement un requin qu'ils affrontent, c'est leur impuissance, leur orgueil et leur peur du chaos. Et c'est cette tension intérieure qui donne au film une portée presque mythologique, comme si le monstre était qu'un simple prétexte. Ce qu'il révèle, c'est ce que chacun a dans le ventre. Enfin, difficile de ne pas voir dans le film une allégorie du mal invisible. Spielberg, qui n'aime pas les métaphores trop appuyées, a toujours dit qu'il voyait Les Dents de la Mer comme un pur divertissement. Mais en pratique, cette créature sous-marine qui rôde, frappe sans prévenir et bouleverse l'ordre établi, peut représenter tout ce qu'on redoute sans pouvoir le nommer. Une maladie, une guerre ou un trauma. Et dans ce sens, Les Dents de la Mer a ouvert la voie à des films comme Alien, The Thing et même Jurassic Park, où le monstre n'est alors qu'un révélateur de nos propres failles. La mise en scène de ce film a été souvent décortiquée, on en a beaucoup parlé. Steven Spielberg qui use régulièrement de plans séquences qui sont visibles dans le film, notamment sur la scène de la barque là où il discute avec le maire. À d'autres moments dans le film aussi, moi celui que je préfère, ça reste celui où il filme justement Hélène Brody qui s'en va en pleurant au moment où elle laisse son mari partir à la pêche avec Quint et Hopper. La scène aussi avec les deux points de vue à la plage pour nous faire comprendre que finalement Brody lui il regarde ce qui se passe, il scrute à l'horizon, il regarde ce qui se passe dans l'eau et il s'en fout un petit peu de ce que lui raconte le gars. Mais moi ce qui me choque encore aujourd'hui et ce qui m'avait marqué gamin, c'est bien sûr les scènes de mort, les scènes d'attaque du requin que je trouve assez incroyables. Celle qui forcément m'a toujours retourné, c'est celle de la mort du petit Alex. Parce que voilà, j'avais l'âge du gamin, je pense la première fois où j'ai découvert le film, donc forcément c'est marquant, surtout que quelle horreur quoi, je veux dire le gamin il est là en train de se débattre dans l'eau, il se fait tirer par le dessous au milieu de geysers de sang, c'est atroce, et puis la mort de Pépette quoi. Viens vite Pépette. Pépette. Bon, même si ça se passe hors champ, je sais pas ce qui est le plus dur d'ailleurs entre la mort de Pépette et la mort du petit Alex. Allô? Allô? Ah, bravo! Ça, c'est champion! On est bien avancé maintenant! Messieurs, je crois qu'il vient chercher son déjeuner. Explose!
armoiries, cette saloperie! Il y a des films qui marquent leur époque, et puis il y a Les Dents de la Mer, un film qui redéfinit non seulement la manière de produire et vendre du cinéma, mais aussi notre façon de vivre une séance. À sa sortie, en juin 1975, Jaws n'est pas juste un carton au box-office, c'est une expérience collective, un choc émotionnel partagé en salle, et parfois même sur les plages, désertées par peur de voir un aileron. Spielberg transforme la salle de cinéma en véritable manège à sensations. Il impose une recette qui fera école, tension et spectacle, et surtout un monstre invisible qui hante plus nos esprits que nos écrans. À travers Bruce, son requin mécanique capricieux, il ancre une peur ancestrale dans un décor moderne, balnéaire et familier. Résultat, pendant des années, les spectateurs ont hésité à aller se baigner. Les Dents de la Mer n'a pas seulement changé le cinéma, il a changé la perception collective de l'océan. Et derrière ce cauchemar d'été, il y a aussi un portrait de société, celui d'une petite ville qui choisit de fermer les yeux sur le danger pour ne pas perdre ses touristes, celui de figures masculines confrontées à leurs limites. L'homme de science, le chef de la police totalement dépassé ou encore le marin hanté par ses démons. Un récit tendu, tendu comme une mâchoire qui se referme lentement sur ses proies. Le succès des Dents de la Mer a évidemment donné naissance à des suites, parfois improbables, souvent inégales, qu'on évoquera dans les prochaines vidéos. Mais il a aussi ouvert la voie à une déferlante de films de requins. Certains sérieux, d'autres volontairement absurdes, aucun n'a su égaler la puissance de l'original. Parce qu'au fond, ce que Spielberg a réussi, à seulement 27 ans, ce n'est pas juste un film choc. C'est un mythe moderne, une œuvre fondatrice, un uppercut de mise en scène qui résonne encore un demi-siècle plus tard. Et si Les Dents de la Mer continuent de nous fasciner, c'est peut-être parce qu'au fond, la peur qu'il a réveillée n'a jamais vraiment disparu. La marée est avec nous. Et on a un bon battement de pied. Et moi qui avais horreur de l'eau. J'avais été servi. Ça reste l'un de mes films préférés et comme beaucoup d'entre vous peut-être, je peux pas m'empêcher d'y penser à chaque fois que je vais me baigner, que j'ai pu pied ou que je regarde la ligne d'horizon. C'est toujours un film qu'on a en tête à ce moment-là. Voilà. Dites-moi si c'est la même chose pour vous. En tout cas, on va bien sûr dans les prochaines semaines continuer à s'intéresser à cette saga des Dents de la Mer. Alors saga totalement inégale bien sûr, hein, malheureusement. Plus on va avancer, plus on va s'attaquer à... Continue. À des œuvres très compliquées. C'est de la merde. Alors si vous ne voulez pas rater ça, abonnez-vous, activez la cloche pour pas rater les sorties des prochaines vidéos. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi aider la chaîne financièrement en faisant un don sur Tipeee ou ici sur YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci d'ailleurs à tous ceux qui soutiennent la chaîne chaque mois depuis longtemps pour certains. C'est vous qui faites vivre cette chaîne, puisque vous le savez forcément, il n'y a pas de sponsor sur la chaîne, en tout cas pas pour l'instant. Donc c'est aussi grâce aux dons sur Tipeee et à vous ici sur YouTube, eh bien qu'on arrive à maintenir cette chaîne encore aujourd'hui. Merci encore d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était Clap Story, ciao.